écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews avec des personnalités pour discuter autour des thèmes environnement, culture et droits humains avec l'idée d'ouvrir des portes vers d'autres cultures, d'autres regards et d'autres approches du monde. Ce matin, 12 septembre 2023, l'association Génération Future, qui fait un formidable travail sur ces sujets, a publié un rapport et alerté la presse avec un communiqué intitulé « Scandale sur l'évaluation du glyphosate. Les agences sanitaires ignorent de très nombreux effets toxiques du glyphosate, mis en évidence par la recherche médicale française, l'INSERM ». Donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, organisme scientifique de référence au niveau mondial. Le sujet du glyphosate, herbicide le plus utilisé au monde, est au cœur de l'actualité depuis des mois, puisque son utilisation expire au sein de l'Union européenne en décembre 2023. Selon vous, la France va probablement suivre l'avis de l'Agence européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, qui estime qu'il n'y a pas de domaine de préoccupation critique ni pour l'environnement ni pour la santé humaine et voter pour un renouvellement de l'autorisation du glyphosate lors des prochaines réunions du Comité européen chargé de statuer sur cette question, le SCOPAF, en arguant suivre l'avis des scientifiques. Pourtant, vous le rappelez, en 2021, l'INSERM a mis à jour son expertise collective sur pesticides et santé, dans laquelle l'Institut a une analyse bien différente de celle des agences sur plusieurs points concernant la toxicité du glyphosate. Dans ce rapport, vous, Génération Future, aujourd'hui, mettez en lumière les différences, et c'est vraiment passionnant, entre l'analyse de l'INSERM, donc cet organisme scientifique reconnu, et l'évaluation réglementaire des agences donc dites réglementaires du glyphosate sur de nombreux points majeurs comme la génotoxicité et le stress oxydant, les effets sur le microbiote, la toxicité mitochondriale, les effets sur la reproduction et de perturbations endocriniennes et les effets neurotoxiques. Donc ça couvre quand même pas mal de domaines qui sont très importants et on va voir pourquoi et on en entend de plus en plus parler au niveau de notre santé. Génération Future demande donc au gouvernement français de suivre les alertes de l'INSERM en votant contre la réautorisation du glyphosate. Alors avant de parler de ce rapport, pour que l'on ait une idée de l'urgence de la situation déjà, quelles sont les dates clés et les enjeux concernant ce vote de réautorisation ou non du glyphosate? Alors déjà, il faut savoir que l'autorisation actuelle du glyphosate va expirer mi-décembre. Donc il faut que la décision soit prise avant la date d'expiration. Donc ces décisions se prennent au niveau européen dans un comité qui s'appelle le SCOPAF. Donc c'est dans ce comité que les États membres vont décider ou non de la réautorisation du glyphosate. Donc en premier lieu, il y a une première réunion de ce SCOPAF qui a lieu le 22 septembre, où là, ce sera juste une discussion entre les États membres et le vote en lui-même aura lieu mi-octobre. D'accord. Et la réautorisation, c'est pour combien de temps? Alors, ce serait une autorisation pour 15 ans, donc jusqu'en 2038. Voilà, alors, sachant que la dernière autorisation, elle n'était valable que pour 5 ans. Là, on serait reparti pour 15 ans. Donc l'enjeu est vraiment énorme. 15 ans, c'est extrêmement long. Donc c'est pour ça qu'on alerte aujourd'hui avant ce vote sur les effets de glyphosate. Mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'on en est encore là? Parce que il m'a semblé qu'il y avait eu beaucoup de documentaires déjà sur le sujet. Moi, j'ai interviewé pour d'autres documentaires, mais Marie-Monique Robin qui avait beaucoup travaillé sur ce sujet. Il y a eu beaucoup de livres, il y a eu beaucoup d'ONG qui ont mené de grands combats contre ce glyphosate parce que les effets délétères ont quand même été, il me semblait, prouvé au vu de toute la littérature et tout ce qu'il peut y avoir eu de documents, scientifiques et d'activistes et d'ONG et de je croyais que c'était un petit peu, enterré, enfin que ça y est, on avait gagné, que c'était et régulièrement on voit ressortir ce dossier, glyphosate. Beaucoup de chercheurs, d'agriculteurs ont fait des expérimentations pour prouver qu'on pouvait avoir des alternatives parce que si j'ai bien compris, on nous oppose toujours le fait qu'on ne peut pas faire sans. Donc ça aussi, je croyais que c'était
c'était clair et en fait, je découvre un peu naïvement que visiblement pas du tout. Alors oui, depuis 2015, en fait, l'histoire de glyphosate commence en 2015 avec la vie du cirque. Le cirque, c'est l'institut relié à l'ONU qui évalue les effets cancérigènes des substances. Et donc, le cirque a classé en 2015 le glyphosate comme étant probablement cancérigène. Donc, l'histoire commence en 2015. Elle commence, Euh, officiellement, on va dire, parce que des personnes oui, oui, voilà, on commence. mmh, La controverse oui, commence en 2015. Et donc depuis, la particularité du glyphosate, en fait, c'est que c'est la substance la plus étudiée qui existe. Il n'y a aucune autre substance pesticide qui est autant étudiée et pour lesquelles il y a autant d'études de la recherche académique. mmh. Et donc avec ces études, avec ce paquet d'études, en fait, il y a différents instituts qui font une synthèse de connaissances sur le glyphosate. Et donc c'est ce qu'a fait l'INSERM. Ils ont publié une première expertise collective en 2013 qui a été mise à jour en 2021. Et donc dans cette mise à jour de 2021, ils ont consacré un paragraphe, un chapitre entier au glyphosate pour faire l'état des lieux en fait des connaissances nouvelles sur cette substance. Et il s'avère que dans cette expertise collective, dans ces nouvelles analyses et synthèses des données existantes, l'INSERM a soulevé plusieurs points préoccupants, notamment une possibilité que le glyphosate soit un perturbateur endocrinien. Et donc ça vient en contradiction avec les avis des agences qui, à l'heure actuelle, ne classent le glyphosate que comme irritant pour l'œil et toxique pour les milieux aquatiques, mais de catégorie 2. Donc voilà, l'histoire n'est pas n'est pas finie, non du tout, parce que avec l'accumulation des connaissances, les divergences entre sciences académiques et sciences réglementaires sont de plus en plus flagrantes et Mmh. visibles. Et puisqu'il y a eu déjà des procès, des agriculteurs dans le monde qui ont attaqué les firmes, il y a pas de tout ça, ça n'a ça n ça n on n'en tient pas compte? Pour l'instant, ça n'a pas d'impact, je veux dire au niveau de pas encore assez d'impact au niveau des Non, préoccupations qu'on peut avoir sur la santé, sur l'environnement, de tous ces témoignages? les oui, je comprends votre question, mais en fait, l'évaluation réglementaire, non, elle prend pas en compte du tout ce qui se passe au niveau juridique, les actions juridiques, etc. Donc D'accord, c'est un processus très standardisé. oui, on va en Euh, parler. Oui. et voilà, donc il y a le côté juridique d'un côté et l'évaluation réglementaire de l'autre, et l'évaluation académique, je dirais, encore d'un autre Mmh. côté. Alors pour préparer un vote comme celui-ci, des études sont donc réalisées en amont pour que les personnes qui vont voter aient des éléments qui vont les aider à choisir s'ils vont voter pour ou contre, la réautorisation. C'est là où il faut donc des scientifiques, des chercheurs qui mâchent un peu le travail parce qu'évidemment, c'est pas on le voit bien d'ailleurs depuis le temps que ça dure, c'est pas simple d'y voir très clair. Qui fait ces études et ce qu'on appelle, vous en parliez lors de la conférence, de presse ce matin, les agences réglementaires. Alors qui fait ces études et qui décide de qui les réalise? Alors, en fait, quand un industriel souhaite mettre une substance sur le marché, il doit déposer un dossier d'autorisation de mise sur le marché. Et donc, dans ce dossier, il doit fournir tout un tas d'études pour montrer que la substance, elle est à la fois efficace sur la cible voulue, et aussi qu'elle ne présente pas de risque pour la santé humaine ni pour l'environnement. Donc il y a tout un tas de réglementations et de documents guides qui disent aux industriels quelles études ils doivent faire, quelles études ils doivent fournir dans leur dossier. D'accord, Ensuite, une fois que l'industriel a déposé son dossier, il le dépose auprès des agences européennes. Et là, les agences européennes se répartissent un peu le travail. C'est un État membre ou plusieurs États membres. Dans le cas du glyphosate, comme c'est un énorme dossier, c'est 4 États membres qui ont été chargés de l'évaluation du dossier. d'accord, Donc dans ces États membres, il y avait la France. Et donc les États membres vont évaluer le dossier fourni par les industriels et rédiger un premier rapport d'évaluation.
Donc pour le glyphosate, ce rapport de réévaluation a été publié en 2021. Il a fait l'objet d'une consultation du public où tout un chacun pouvait commenter le dossier, l'évaluation faite par les 4 agences européennes. Et à partir donc après les commentaires sont pris en compte ou non. En tout cas, on y répond, les agences doivent y Oui. répondre. À partir de ce dossier, donc rédigé par les 4 États membres, hein, pour le glyphosate, le dossier va passer aux agences européennes, 2 agences qui sont en charge de l'évaluation. La première, c'est l'Agence européenne des produits chimiques, qui s'appelle l'ECHA, et qui, elle, va juger de la classification de la substance. C'est elle qui va juger si la substance est dangereuse, quelles sont les propriétés dangereuses de la substance. Et donc pour le glyphosate, elle a jugé que le glyphosate était seulement irritant pour les yeux au niveau de la santé humaine. Donc pour l'Agence européenne des produits chimiques, le glyphosate n'est pas cancérigène, n'est pas génotoxique, n'est pas reprotoxique, voilà. Et ensuite, la dernière étape, c'est donc l'Agence européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, qui va fournir son avis final donc sur l'évaluation du risque, sur le risque que pose le glyphosate selon les usages demandés par l'industriel. Et donc pour ça, elle se base sur l'avis de l'ECHA sur la classification et évidemment sur le premier rapport d'évaluation fait par les États membres. Mmh. Donc cet avis de l'EFSA a été publié pour le glyphosate en juillet, l'an dernier. Et donc dans cet avis, donc, selon l'EFSA, il n'y a pas de domaine de préoccupation critique. Donc c'est un peu un jargon réglementaire pour dire que, grosso modo, il n'y a pas de grosses problématiques qui justifieraient une interdiction de la substance. Toutefois, l'EFSA indique quand même dans son avis que le dossier n'est pas tout à fait complet. Il y a différents points pour lesquels il manque des données pour pouvoir évaluer en fait les risques du glyphosate dans son utilisation. Et donc rien que ça devrait être une raison suffisante pour que les États membres ne votent pas de Oui, oui. l'autorisation pour 15 ans. Et voilà, donc nous aujourd'hui, ce qu'on apporte en plus, c'est le fait que donc les agences réglementaires, cette évaluation réglementaire, ignore beaucoup d'effets du glyphosate qui est mis en évidence par la recherche académique et qu'a souligné l'INSERM dans son expertise collective. Oui, alors justement, ce rapport, comment, vous y êtes-vous pris pour arriver aux conclusions que vous énoncez? Alors, en fait, on est parti du rapport de l'INSERM. En fait, on a cherché à répondre à la question un peu que tout le monde se pose dans ce dossier. C'est pourquoi il y a ces divergences de conclusions ou d'avis entre les chercheurs d'une part et les agences européennes d'autre part. Oui, on ne sait plus Euh, qui croire. voilà, et voilà, pourquoi il y a ces différences, pourquoi on n'arrive pas aux mêmes Oui. conclusions, et voilà. Donc, on est parti du rapport de l'INSERM. On a lu en détail ce rapport, on a noté tous les points que l'INSERM Mmh mh. soulevait, et on a cherché à comprendre comment ces points avaient été traités dans le dossier réglementaire, pour voir si effectivement ça avait été traité, comment ça avait été jugé par les agences réglementaires. Et en particulier, comment les études que cite l'INSERM dans son expertise ont été prises en compte dans le dossier réglementaire. Si elles sont présentes dans le dossier Oui. déjà, et si elles ont été analysées et prises en compte. Donc on a noté pour chaque point. L'INSERM, sur les points qu'on a étudiés, a cité 45 études, et sur ces 45 études, il n'y en a qu'une seule qui est jugée comme pertinente et fiable dans le dossier réglementaire. Ça veut dire que les 44 autres études sur lesquelles l'INSERM se base pour son expertise sont jugées par les agences comme soit pas pertinentes, soit pas fiables, soit elles sont carrément absentes du dossier. Et donc c'est une des premières explications une des premières raisons qui explique ces différences de conclusion, c'est que les agences réglementaires et les chercheurs ne se basent pas sur les mêmes Oui. études en fait pour arriver à leurs Mmh. conclusions. Dans le dossier réglementaire, pour l'évaluation réglementaire, les agences vont évaluer la fiabilité, la pertinence de toutes les études qu'ils ont. Pour ça, ils ont un peu une grille d'évaluation
Et pour eux, une étude est jugée très fiable et très pertinente lorsqu'elle suit une ligne directrice, des lignes directrices éditées par l'OCDE. C'est des normes en fait qui nous disent comment l'étude doit être conduite point par point, de façon très détaillée. Et donc les industriels en fait qui fournissent les études de toxicologie sont obligés de faire leurs études en suivant ces normes. Donc c'est pour ça que les études industrielles sont toujours considérées comme très fiables et très pertinentes par les agences réglementaires parce qu'elles suivent ces normes. Le problème, c'est que les études faites par les chercheurs académiciens, on va dire, eux, ils vont faire leur étude en respectant des principes de base de la recherche, des bonnes pratiques pour faire une étude, mais sans forcément suivre à la lettre ces normes de l'OCDE. Et du coup, les agences réglementaires, quand elles vont voir arriver ces études, elles vont se dire ah bah non, celle-là, elle respecte pas ce point-là. Il n'y a pas le nombre d'animaux exact qu'il faut, il n'y a pas la durée, il n'y a pas je sais pas quoi ou je sais pas quoi. Du coup, la fiabilité de l'étude va être d'évaluer, jugée moins fiable que l'étude équivalente fournie par l'industrie. Et au final, quand on a autant d'études, chaque étude a un poids et les études des industries ont énormément de poids et font pencher vers la balance, vers la conclusion qu'il n'y a pas d'effet. D'accord. Alors justement, ces études, et vous, c'est ce que vous avez pointé, hein, c'est un peu ce qui manque, on va dire, pour parler simplement, par rapport au fait que vous pouvez conclure que les dossiers ne sont pas complets aujourd'hui. Donc, ces études qui ont été ignorées dans l'évaluation parce que, jugées non pertinentes, j'aimerais bien, que l'on reprenne un par un les 6 points très importants parce que moi, c'est ce matin ce qui m'a vraiment, interpellée et inquiétée. Si vous voulez bien nous en dire quelques mots de chacun des points. Je vais mettre le lien, hein, dans le texte qui accompagne le podcast pour celles et ceux qui nous écoutent, pour télécharger le rapport. Et en fait, bon, quelquefois les rapports, on part en courant, quand on n'est pas, soi-même expert. Mais là, il y a un petit tableau qui est vraiment très, très clair et très simple avec 2 colonnes pour chacun des 6 domaines. La colonne INSERM, donc ce que dit l'INSERM, et de l'autre côté, l'EFSA et l'ECHA. Le premier point, sur lesquels, on voit que les avis divergent, donc on a génotoxicité et stress oxydant. Donc selon l'INSERM, qui prend en compte 18 études universitaires et indique que le glyphosate peut induire un stress oxydant et des dommages génotoxiques pouvant conduire à l'apparition de mutations et de cancers. Bon, ça nous interpelle forcément. Et dans la colonne de droite, je vous laisse nous faire le rapport. Et ben alors, dans les dossiers réglementaires, donc les 18 études citées par l'INSERM sont jugées non fiables ou non pertinentes ou de qualité moyenne et du coup n'ont un poids extrêmement faible par rapport aux études industrielles disponibles. Du coup, la conclusion des agences, c'est que le glyphosate n'est pas génotoxique. Et sur les 18 Voilà. études considérées par l'INSERM, dans la colonne de droite, on voit l'EFSA et l'ECHA ne retiennent aucune de ces études, aucune étude universitaire pour leur évaluation et considèrent, je lis le communiqué, et considèrent que le glyphosate induit peut-être un stress oxydant, mais n'est pas génotoxique. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait génotoxique? Parce que, ah oui, j'ai pas précisé, vous êtes docteur en pharmacie et toxicologue pour Oui, Génération exactement, oui. Future, voilà. Non, mais pour dire aussi que vous savez un petit Oui. peu de quoi vous parlez vous-même. Oui, ben je sais bien de quoi je parle, parce qu'en fait, avant d'être à Génération Future, j'ai travaillé 10 ans pour l'industrie. Donc, je faisais moi-même les évaluations du côté industriel. Et bon, à force de constater les défaillances, j'ai préféré quitter ce milieu et maintenant je travaille pour Génération Future. Donc je sais très bien de quoi je parle parce que il y a encore 3 ans, j'étais en train de faire ce type Ah d'évaluation. oui, donc vous êtes particulièrement bien placé pour savoir connaître avec pertinence les failles du système. Voilà, c'est D'accord. exactement. Donc la génotoxicité, en fait, c'est la capacité qu'ont les substances chimiques à altérer la structure de l'ADN
Et bon, la cellule, elle a la capacité de réparer quand il y a des erreurs sur l'ADN. Mais des fois, bah, dans la réparation, la cellule se trompe et ça conduit à une mutation qui cette fois est permanente. Et donc ça peut être l'élément déclencheur d'un D'accord. cancer. Donc la génotoxicité, c'est un point extrêmement important et c'est une grosse source de divergence entre la recherche et les agences. Donc on a noté que les agences ne prennent pas en compte les mêmes études que les chercheurs de l'INSERM. Et également, moi, ce que j'ai noté, en fait, quand j'ai lu le rapport de l'INSERM et le dossier réglementaire à Oui. côté, c'est que l'INSERM fait le lien. En fait, il y a un mécanisme d'action qui est connu pour provoquer la génotoxicité. C'est le stress oxydant. Le stress oxydant, c'est la capacité à dérégler l'équilibre des substances oxydantes dans la Mmh. cellule. Et ça provoque, c'est connu pour être une des raisons conduisant à de la génotoxicité. Et donc l'INSERM note qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que le glyphosate est responsable d'un stress oxydant et fait le lien avec les autres études qui montrent que le glyphosate est génotoxique. En fait, on a un mécanisme d'action possible qui explique pourquoi le glyphosate est génotoxique. Et à l'inverse, donc les agences notent que le glyphosate induit peut-être un stress oxydant. Donc il y a quand même le peut-être, parce que l'effet n'a pas été retrouvé dans toutes les études disponibles, mais ça c'est courant en fait quand on évalue une substance, que les protocoles sont différents, on ne retrouve pas forcément les mêmes résultats dans chaque étude. Et surtout, donc elle note quand même que ça a une capacité à générer un stress oxydant, mais elle ne fait aucun lien ou minimise le lien entre génotoxicité et stress oxydant. Et donc ça, pour moi, c'est une autre source de différence, c'est une différence d'approche en fait dans l'analyse toxicologique et mécanistique de la Oui. substance. Donc le deuxième point, c'est sur les effets reprotoxiques et perturbateurs, endocriniens. Et là, du côté dans la colonne de l'INSERM, donc l'INSERM prend en compte, vous citez 21 études universitaires cette fois-ci et insiste sur le potentiel perturbateur endocrinien du glyphosate. Du côté de EFSA et K, ils ne retiennent qu'une seule étude, donc on a 21 d'un côté et une seule étude universitaire pour leur évaluation, mais considèrent là clairement, visiblement, que le glyphosate n'a pas d'effet endocrinien. Et 21 études, ça suffit pas, toujours pas à interpeller assez pour que l'on dise bon ben on va relancer une série d'études. C'est les études universitaires contre les études. Ben voilà, comme encore une fois, c'est toujours la même chose. Comme vous l'avez dit, il y en a une seule qui a été retenue. Ça veut dire qu'il y en a une seule qui a été jugée fiable. Toutes les autres, elles sont considérées comme pas fiables, comme avec soit des biais méthodologiques ou les agences réglementaires ne retiennent pas non plus les études qui sont faites avec des produits à base de Oui. glyphosate parce ils disent que les coformulants qui sont présents dans le produit peuvent être responsables à la place de la substance active Mmh. des effets. Donc on ne peut pas discerner l'effet lié au coformulant de l'effet lié à la substance active. C'est pour ça que les agences réglementaires ne prennent pas en compte les études faites sur les produits. Mais l'INSERM note quand même que ces études sur les produits devraient être mieux pris en compte parce que, in fine, c'est à ces produits que les écosystèmes et les individus sont exposés. Donc eux, ils ont pris en compte des études réalisées avec des produits à base de glyphosate, mais prennent en compte aussi beaucoup d'études réalisées avec le glyphosate tout seul. Mais encore une fois, voilà, c'est jugé non fiable. Mais ces agences réglementaires-là dont vous parlez, qui procèdent à cette évaluation, qui ont procédé à cette évaluation, ça c'est au niveau européen ou national? Alors l'évaluation du potentiel perturbateur endocrinien, bah, elle est commencée par les 4 États membres qui ont rédigé le dossier d'évaluation sur la base des études fournies par les industriels.
et ensuite c'est l'EFSA, donc l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui évalue, qui va donner son avis, qui vaut l'avis un peu définitif sur la question, et qui a jugé que, de façon très ferme et définitive, que le glyphosate n'était pas un perturbateur endocrinien. Alors que c'est vraiment un effet sur lequel l'INSERM insiste beaucoup dans son Oui. expertise. Il y a plusieurs pages qui y sont consacrées. L'INSERM a également participé à la consultation du public sur le dossier réglementaire, et dans leurs commentaires à cette consultation, ils ont rappelé que dans leur analyse, eux, ils concluent que le glyphosate peut présenter des propriétés de perturbations endocriniennes qui ont un impact sur la fonction de reproduction. Et ils décrivent dans leur analyse un mécanisme d'action possible qui mime en fait les oestrogènes, les hormones féminines œstrogènes. Et ils décrivent tout un mode d'action qui permet d'expliquer leur observation. Et en fait, ce mode d'action-là, c'est un mode d'action qui est pas très courant. Pour simplifier, ça ne fait pas appel aux récepteurs aux oestrogènes, donc c'est un mode d'action qui est moins courant que d'habitude, on va dire, que pour d'autres substances. Et moi, j'ai remarqué que cette analyse-là, qui est assez fine, n'a pas du tout été faite dans le dossier réglementaire. Parce que les études qu'on demande aux industriels, donc elles doivent respecter un protocole, une norme OCDE, mais en faisant ça, on ne va pas tout explorer, tous les effets possibles. Euh, Cette façon de faire, ça permet d'évaluer certains effets, mais pas tous. Et ça ne permet pas de chercher d'autres effets possibles, d'autres mécanismes d'action possibles. Et comme on va juger non fiable tout ce qui n'est pas fait selon ces normes, on va passer à côté. On passe à côté de tous les autres effets explorés par les chercheurs. En fait. C'est comme ça qu'on arrive à ces différences de Et conclusion. on n'a aucun organisme ou institution, ou je ne sais pas comment appeler ça, au niveau européen qui, lorsque vous dites les industries, on demande aux industriels, bon, c'est vrai que on se pose un peu toujours la question, pourquoi on demande aux industriels de fournir eux-mêmes, et pourquoi il n'y a pas des contre-expertises, et qu'il n'y a pas aussi un organisme indépendant qui, éventuellement en répondant au même guide de process, mais au moins avoir quelque chose qui n'est pas fourni par la firme, qui vient de Mm. l'extérieur. Parce que moi, je trouve ça étonnant en tant que citoyenne d'entendre que les industriels donc fournissent leurs études, et que l'INSERM, qui a une reconnaissance mondiale, on a l'impression qu'ils parlent, ça, c'est du vent, quoi, que ça n'a pas d'impact, Mm. que les études sont considérées, bon, comme pas peu fiables. Enfin, c'est quand même l'INSERM. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas, la deuxième question pour moi, est-ce qu'il n'y a pas au niveau européen dans d'autres pays, structures au même niveau que l'INSERM de reconnaissance, et qui, du coup, en conjuguant, moi je vous dis ça vu de ma petite position, vous voyez, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas en tant que citoyen, et je me dis pourquoi il n'y a pas plusieurs organismes comme l'INSERM, et en faisant un peu bloc ensemble, pourrait donner du poids à ces études qui n'arrivent pas à être reconnues. Oui, bah alors déjà pour répondre à la première question sur pourquoi c'est aux industriels de fournir les études, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on explique ça, ouais, les gens sont étonnés. Mais c'est comme ça que marche le système. En fait, c'est pas que pour le glyphosate, hein, c'est pour toute substance chimique, enfin, pesticides, biocides Oui. ou autres autorisés et évalués en Europe. C'est aux industriels de fournir les études. Et Donc cause ils font pas industrielle. n'importe quelle étude. C'est le co, moi, qui Et me cause gêne, oui. industrielle. Après, les industriels ont l'obligation, dans leur dossier, de faire une recherche bibliographique sur toutes les études qui existent, sont produites par la D'accord. recherche. Ils doivent faire cette recherche sur 10 Mmh. ans, 10 ans avant la date à laquelle ils déposent l'autorisation. Mais c'est bien aux industriels qu'on demande Oui. de faire les études selon les normes, des normes réglementaires. Et oui, c'est étonnant, mais le système marche comme ça. Après, que ce soit par les industriels ou par des chercheurs académiciens, si on fait la même étude selon le même protocole normé,
il y a sûrement on va retrouver le même résultat parce que ce sera le Oui, même protocole, la même norme et cetera. Donc je pense que ça ne changera pas, les résultats de les demander à d'autres personnes. Je pense pas que, les industriels falsifient les résultats mmh, de leur étude, quoi. Ce qui est important de comprendre, c'est cette question de normes et d'études normalisées. Les industriels, parce qu'on leur demande, ils sont obligés de fournir des études selon les normes. Donc c'est très bien, ça permet d'évaluer plein de choses, ça permet de comparer les substances entre elles aussi. Donc ça a une utilité de faire oui, oui. ces normes-là, mais il ne faut pas passer à côté d'autres effets qui ne sont pas explorés par ces études normalisées et qui sont faites par les chercheurs. Parce que les chercheurs, ils ont envie de chercher, ils ont envie d'aller explorer d'autres mécanismes, de comprendre comment fonctionne la toxicité d'une substance et donc ils vont pas forcément se limiter à des protocoles normés. Et donc ce qu'il faut, moi ce que je pense qu'il faudrait, c'est mettre sur le même plan les études industrielles. Donc quand je dis industrielles, c'est parce qu'elles sont faites par eux, mais normalisées, et les études non normalisées de la recherche. L'INSERM, quand même, vous l'avez dit, c'est pas n'importe qui. S'ils citent des études dans leur expertise, c'est que j'imagine ils les ont lues, ils les ont minimum validées, valider la méthodologie de l'étude et sa fiabilité. Donc, certes, il y a des défauts, mais il faut savoir aussi que les études industrielles, même si elles sont normalisées, elles aussi, elles ont des défauts. Et des fois, elles respectent pas elles-mêmes les normes. Et pourtant, elles sont toujours considérées plus fiables que les études de la recherche académique. Et la deuxième question, c'était est-ce qu'il existe un autre organisme pour aller dans le sens de l'avis de l'INSERM. En Europe, je ne connais pas d'autres avis, d'autres instituts, on va dire publics, qui fait une analyse aussi poussée que l'INSERM. L'autre institut que je vois, c'est évidemment le CIRC, hein, le Centre international contre le cancer, hein, bon, lui qui s'est focalisé que sur l'aspect cancérogène. Et c'est d'ailleurs quelque chose que l'INSERM note dans son expertise, c'est le fait de se centraliser uniquement, enfin de centraliser les discussions que sur l'effet cancérigène, ça risque de faire oublier tous les autres problèmes liés au glyphosate et notamment le potentiel perturbateur endocrinien. Donc c'est pour ça qu'on a axé notre rapport nous, sur les effets mentionnés par l'INSERM autres que cancérigènes pour justement les mettre en avant et pour dire que le glyphosate, certes, il est suspecté cancérigène, mais il est aussi suspecté perturbateur Oui endocrinien. et aussi, moi les 2 aspects, qui m'ont, vraiment interpellée, ce matin, c'était, lorsque vous avez parlé aussi de la toxicité mitochondriale et des effets sur le microbiote. Parce que, de plus en plus, d'études depuis quelques années, alors bon, peut-être on peut remettre en cause la fiabilité des études, mais ont mis en évidence des liens entre les maladies, neurodégénératives et la toxicité mitochondriale, donc vous en avez bien parlé ce matin et mieux que je ne pourrais le faire. Alors je vais juste lire la partie de l'INSERM et dire un petit mot. Donc l'INSERM observe une toxicité mitochondriale, on va expliquer ce que c'est, du glyphosate et souligne un lien possible avec des pathologies neurodégénératives. Et j'ai lu récemment, parce qu'il y a une équipe de scientifiques, visiblement reconnus au Japon, parce que j'ai une maman qui est touchée par une maladie qui s'appelle démence à corps de Lévy et de plus en plus d'études, font le lien en ce moment entre, des problèmes, justement au niveau des mitochondries et cette démence à corps de Lévy qui est pas très connue, mais qui est la deuxième maladie la plus répandue en France, en maladie, après Alzheimer, de démence. Donc évidemment, ça m'a beaucoup, interpellée de voir, passer, cette information. Du côté de l'EFSA et les cas, dans la colonne de droite, on voit: «N'évalue pas la toxicité mitochondriale». Moi, je dois dire, les bras m'en tombent. Oui, je comprends. Je suis pareil que vous. Donc peut-être de rappeler ce que c'est qu'une mitochondrie et pourquoi c'est important. Donc les mitochondries, en fait, c'est des petits éléments, des petits organismes qui sont présents à l'intérieur de chaque cellule
et c'est des éléments très importants parce que c'est la mitochondrie qui va produire toute l'énergie qui est nécessaire au bon fonctionnement de la cellule en, en faisant un processus de respiration en utilisant de l'oxygène. La mitochondrie va produire l'énergie nécessaire à la cellule. Donc c'est un élément fondamental du bon fonctionnement d'une cellule et donc d'un être vivant. Et donc la toxicité mitochondriale est un aspect qui est de plus en plus étudié depuis de nombreuses années déjà par les Oui. académiciens, les chercheurs. Et donc il y a plusieurs études donc mises en avant par l'INSERM qui montrent que le glyphosate possède une toxicité mitochondriale et qui pourrait expliquer, encore une fois, on est dans le mécanisme d'action, mais de la substance du glyphosate, ça pourrait expliquer comment sa toxicité, comment le glyphosate est toxique en fait, pourquoi on retrouve des effets neurotoxiques, c'est peut-être parce que le glyphosate agit en premier lieu sur les mitochondries. Et l'INSERM note dans son expertise qu'il y a un décalage temporel entre les questionnements fondamentaux de la biologie sur les mécanismes d'action de toxicité et les outils validés par les agences réglementaires qui pourraient expliquer pour partie certaines controverses, en particulier sur le glyphosate. Voilà, cette phrase-là, elle Un décalage, est... du coup, en termes de plusieurs années? Oui, un décalage de plusieurs années sur la connaissance fine de la toxicologie et les mécanismes d'action toxicologiques. Donc comme vous l'avez dit, c'est pas du tout évalué par les agences réglementaires. Quand je dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. Le mot mythotoxicité, mitochondrie n'apparaît pas dans le dossier réglementaire et n'apparaît pas dans tous les documents guides qui nous disent comment on évalue la toxicité des substances. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qui, les agences, le système d'évaluation réglementaire est à des années en retard sur la recherche et ne prend pas en compte un mode d'action qui semble pourtant très important. Et c'est d'ailleurs ce mode d'action-là qui est à l'origine de la controverse d'une autre catégorie de pesticides, les SDHI, qui sont jugés sans effet ou enfin pas problématiques selon les agences réglementaires et pourtant plusieurs études de la recherche montrent que ces substances-là sont toxiques pour les Mmh. mitochondries aussi. Et il y aurait aussi un lien avec, les maladies neurodégénératives. Oui, oui, l'INSERM le rappelle dans son expertise hein, que c'est de plus en plus admis qu'une toxicité mitochondriale, si on l'observe, c'est souvent relié à des maladies Mmh. neurodégénératives. C'est souvent le point de départ des maladies neurodégénératives. Et ça dépend de qui et de quoi qu'il y ait plus, autant d'années, ce décalage? Parce que on nous met ça sur sur des rapports, on étudie ça, on dit: «Bah, voilà, il y a un décalage», mais alors, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qui peut faire quoi? Est-ce que les citoyens ont un pouvoir pour faire avancer les choses plus vite? De qui ça dépend? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il faut pour ça, pour faire prendre en compte ces nouvelles données de la recherche, il faut faire bouger tout le système, j'appelle ça, c'est vraiment un système, d'évaluation réglementaire et là, la machine, elle est extrêmement lente, elle évolue très lentement et c'est pour ça qu'elle est à des années en retard sur, les connaissances, de la recherche. Parce qu'il faut expliquer, quand une agence réglementaire doit évaluer la toxicité d'un pesticide, elle va suivre tout un tas de procédures en fait qui nous disent comment évaluer. Tout ça, c'est décrit dans des documents guides qui sont été édités depuis de nombreuses années, hein, qui sont en vigueur depuis de nombreuses années. Et donc, on suit quand on est évaluateur. Hein, moi, je l'ai été aussi. J'ai travaillé à l'ANSES Ah oui. quelques temps avant aussi. Donc, j'ai été aussi évaluatrice et je me souviens, bah, je suis mon document guide quoi, quand j'évalue une substance. Et si le document guide me dit ben, la toxicité mitochondriale, on ne sait pas encore la prendre en compte dans l'évaluation réglementaire, ben, je ne la prends pas en compte. Et c'est ce qui est dit actuellement pour la toxicité mitochondriale, pour ces effets-là.
On sait pas relier ce mécanisme d'action à des effets toxiques visibles à l'échelle de l'individu, hein, la neurotoxicité et donc on les prend pas en compte parce qu'on sait pas le faire, quoi. C'est pas indiqué dans les documents guides. D'accord. Ça paraît Ah absurde, oui, mais oui, c'est c'est quand même comme incroyable ça parce que ça qu'on marche. est quand même sur des problèmes de santé qui sont assez conséquents, hein, on les maladies neurodégénératives aujourd'hui, on voit bien, enfin tout le monde se demande pourquoi, comment on en est arrivé là, pourquoi il y en a autant, et quand on voit tout ce que ça déclenche comme souffrance, souffrance pour les personnes qui les vivent, souffrance pour les proches, tous les problèmes dans les EHPAD, enfin bon, c'est les dégâts collatéraux de cette, ce que j'appellerais cette négligence au départ, de ne pas vouloir prendre en compte, alors qu'en termes de prévention, ça semble tellement important parce que c'est quand même, ça touche une partie de la population tellement importante. Bon, enfin bref. Alors donc la suite, prise en compte des effets épigénétiques. Je vous avouerai mon ignorance sur, ce que ça signifie. Là, l'INSERM prend en compte 5 études universitaires et observe un mode d'action épigénétique du glyphosate et d'herbicides à base de glyphosate. Et de pareil, de l'autre côté, dans la colonne EFSA et ECA, ils n'évaluent pas les effets épigénétiques. De quoi s'agit-il? Alors, l'effet épigénétique, c'est tout ce qui va influencer l'expression des gènes, mais sans modifier la structure de l'ADN, sans modifier les gènes. Parce qu'il faut savoir que pour l'expression des gènes, donc il y a, pour savoir s'ils vont s'exprimer normalement, il y a le gène en lui-même, donc il s'exprime normalement, ou alors il y a une mutation, et donc là, il y a une défaillance. Ou alors, c'est tout l'environnement autour du gène, l'environnement de l'ADN autour du gène, qui va être modifié, mais la structure de l'ADN n'est pas modifiée. Mais ça va moduler l'expression du gène. C'est-à-dire que soit le gène il va être plus exprimé, soit moins exprimé que D'accord. normalement. Et donc ça c'est aussi un mode d'action qui est de plus en plus étudié et mis en avant et relié à certaines pathologies comme le diabète, l'obésité et même certains cancers. C'est-à-dire que notre environnement, notre exposome chimique va influencer sur l'expression des gènes, mais sans modifier la structure de l'ADN. Et donc l'INSERM, dans son expertise, cite, comme vous l'avez dit, 5 études qui relatent de ce type d'effet du glyphosate et des produits à base de glyphosate. Et donc encore une fois, c'est quelque chose qui est assez récent quand même dans le domaine de la recherche, qui n'est pas du tout évalué, même pas abordé en fait par les agences réglementaires. Donc voilà, on passe à côté de ce type d'effet-là, encore une fois. Et on rappelle que quand même, si on réautorise, le glyphosate, on en prend pour 15 ans, hein. On a le il y Ouais, a on a le temps, si au final on se rend compte un jour qu'effectivement tous ces liens de causalité peuvent ouais. être prouvés, acceptés, reconnus par tous, on aura encore, perdu beaucoup de Mmh. temps et voilà, bon. Alors l'avant-dernier domaine des 6 domaines, c'est l'effet sur le microbiote, quand même, très, très à la mode en ce moment, le microbiote, mais en fait, ça fait des années aussi Mmh. que des études ont démontré l'importance, le 2e cerveau, tout ça, l'importance du microbiote, Bien sûr, ouais. pardon? Oui, oui, non, je confirme ce que vous dites. C'est extrêmement important d'avoir un bon équilibre du microbiote, de notre microbiote intestinal, comme vous le dites sur le cerveau, mais aussi un déséquilibre du microbiote a été relié à des maladies auto-immunes, à des maladies inflammatoires. Enfin, on commence à cerner un peu l'importance qu'a ce microbiote sur notre Oui. santé. Donc c'est pour ça que l'INSERM s'y intéresse et s'y intéressé aux effets du glyphosate sur le microbiote. Parce qu'en plus, le glyphosate, c'est une cible logique des bactéries. Parce que le glyphosate, il est censé être destiné pour tuer des mauvaises herbes, donc sur les plantes. Il va cibler une enzyme qui est exprimée par les plantes. Mais cette enzyme, elle est aussi exprimée par certaines bactéries, et certaines bactéries de notre microbiote.
Donc c'est normal que le glyphosate va agir sur une partie de notre population, la population microbienne. C'était attendu. Et on peut peut-être Donc il dire faut s'y comment? Parce que intéresser. c'est vrai, on met l'herbicide, donc on voit pas forcément le lien, en quoi ça va agir dans notre microbiote. Mais parce qu'en fait, ça passe dans ces plantes qu'après nous consommons, mais ça passe aussi dans les cours d'eau, ça passe partout, en fait. Oui, oui, le glyphosate, on le retrouve un peu partout dans tous les compartiments de l'environnement et on est à peu près tous exposés et on contient à peu près tous une infime quantité de glyphosate dans notre corps. Ça, on est exposé quotidiennement à cette substance qui est tellement utilisée qu'on la retrouve partout. Même si c'est pas la plus persistante qui existe, loin de là, il y en a qui sont vachement plus persistants. Mais le fait qu'on c'est la plus utilisée, et on en remet des tonnes et des tonnes chaque année, ce qui fait on est tout le temps Oui, exposé il y en a au plein les glyphosate. sols, oui. Donc nos Je crois qu'il y bactéries a aussi. une étude, assez récente là sur par rapport au nombre de cours d'eau, le pourcentage de cours d'eau en France, mais je j'ai plus les chiffres, je voudrais pas dire de bêtises, mais je me demande si c'est pas plus de 90 des cours d'eau dans lesquels on a en France ou en Europe, dans lesquels on a trouvé du glyphosate. Alors c'était en Europe et c'est dans les 70% des cours Oui, c'est d'eau déjà pas mal. en Europe contiennent du glyphosate, voilà, au-delà des limites de quantification Mmh mh. des méthodes de laboratoire. Donc, on a réussi à en trouver dans 70% ouais, des cours d'eau Oui, qui ont été donc testés. c'est Ouais. c'est quand même, Oui, oui. énorme. Et donc les effets sur le microbiote, alors là, pour citer, donc dans la colonne INSERM, on a prend en compte 7 études universitaires montrant une dérégulation du microbiote et regrette, donc l'INSERM regrette que ces effets ne soient pas pris en considération dans l'évaluation. Donc de l'autre côté, on a à nouveau l'EFSA et l'ECHA ne retiennent aucune étude universitaire car les effets sur le microbiote ne font actuellement pas partie du cadre de l'évaluation réglementaire des pesticides. Sujet suivant. Voilà, oui, exactement. Ça, c'est vraiment l'exemple peut-être le plus frappant du décalage entre connaissances scientifiques et évaluation réglementaire. L'EFSA elle-même le reconnaît que oui, le microbiote c'est important. Ils le disent eux-mêmes dans plusieurs documents. Ils le disent qu'il va falloir que ça soit pris en compte dans les évaluations futures. Mais à l'heure actuelle, on sait pas comment le prendre en compte. On sait pas. Il n'y a pas encore une fois de documents guide qui nous disent comment évaluer, Oui, comment faire. En fait, c'est quand on retrouve un effet sur le microbiote, c'est comment évaluer les risques. Et ça, ils le disent. Il y a ils ont fait plusieurs réunions d'experts pour arriver à cette conclusion. Pour l'instant, ils ne savaient pas prendre en compte dans l'évaluation. Donc, en fait, toutes les études de la recherche qui ont été faites sur ce sujet-là, elles sont bien citées dans le dossier réglementaire. Je les ai bien retrouvées, mais il est dit à côté qu'elles ne seront pas prises en compte parce qu'on ne sait pas le faire. on ne sait pas Voilà. évaluer Et l'impact du glyphosate sur le microbiote? alors, on ne Non? sait pas relier les impacts du glyphosate sur le microbiote à D'accord. un effet sur la santé. Et ça, pour l'évaluation du risque au niveau réglementaire, c'est un problème parce qu'on ne sait pas dire si au final il y a un risque pour la santé, aux doses auxquelles sont exposées, susceptibles d'être Mmh. exposées les populations. Ils savent pas relier en fait ces effets sur le microbiote à des effets sur la santé. Parce qu'en plus c'est extrêmement complexe. Toutes les pathologies sont multifactorielles. Donc c'est très difficile de relier tel effet à Ah oui, telle c'est ça, maladie d'avoir la précise. certitude que c'est, cette substance qui est Ouais, seule, unique responsable voilà, de c'est la ça. Et puis que pathologie. c'est cet effet qui est responsable de la maladie. Ça, on ne sait pas encore faire le lien, mais on sait que on sait que une dérégulation du microbiote, c'est problématique, ça a été relié à plusieurs pathologies. 2, on sait que le glyphosate agit sur le microbiote et dérégule le microbiote. C'est déjà pas mal, oui. Pour moi, ça suffit pour appliquer un petit principe de précaution et de dire qu'il faut limiter l'exposition au glyphosate. Mais pour les agences, ça suffit pas. Il faut un lien encore plus évident entre altération du microbiote et effet sur la santé et pathologie précise pour que ce soit pris en compte.
Et donc on termine le 6e domaine, c'est la neurotoxicité. Donc là, dans la colonne INSERM, on prend en compte 9 études universitaires et indique que les GBH, si j'ai bien vu un peu plus tôt, Alors c'est le sigle anglais pour, produit à base de à base glyphosate. de glyphosate, voilà, donc c'est pas le glyphosate pur, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, donc prend en compte 9 études universitaires et indique que les GBH ainsi que le glyphosate seul modifient les concentrations de plusieurs neurotransmetteurs dans différentes régions du cerveau chez les rongeurs. Du côté EFSA et CA, sans surprise, on termine dans la même lignée que les 5 domaines précédents, ne retiennent aucune étude universitaire pour leur évaluation et affirment qu'il n'y a pas suffisamment de preuves d'un effet du glyphosate et des GBH sur les neurotransmetteurs. Bon, Oui, on termine, de la même manière, oui. une différence dans l'analyse et l'interprétation des études, ouais. Et alors, il y a ces 6 domaines, mais vous précisez aussi que en fait, ce que vous mettez en avant par rapport, ce sur quoi l'alerte doit être sonnée, à savoir que le dossier, d'évaluation n'est pas complet et beaucoup de domaines n'ont pas été évalués, par exemple, et pas des moindres, hein, parce que, par exemple, vous dites que les effets du glyphosate sur la biodiversité n'ont pas été évalués et donc, ces effets-là sur la biodiversité, quand on connaît toutes les alertes sur la chute de la biodiversité qui menacent, notre humanité aujourd'hui. Donc ils n'ont pas été évalués, ce qui a été dénoncé par l'INSERM et on se demande comment on peut arriver à un vote aussi important au niveau de toute l'Europe pour 15 ans sans tenir compte de ce type d'impact, qui nous concerne tous et aujourd'hui, qui est quand même une préoccupation, majeure avec le réchauffement climatique. Oui, alors pour préciser, c'est, là, c'est pas l'INSERM qui est alerté sur ça, Ah, c'est l'EFSA, elle-même, ah, donc ah bah, c'est l'agence bien. évaluatrice, hein, européenne, qui dit, dans ses conclusions qu'il n'y a pas de domaine de préoccupation, critique, que ça va, mais en même temps, elle dit qu'on n'a pas tout évalué parce qu'il manque des données et sur les effets sur la biodiversité, c'est encore une question de on ne sait pas comment les évaluer. Parce que comment on évalue l'impact d'une substance sur la nature, sur les êtres vivants dans les écosystèmes? En fait, on va prendre espèce par espèce. On va évaluer le risque pour les poissons. On fait des études sur les poissons, puis on évalue le risque sur les poissons d'un côté. Ensuite, on va évaluer le risque pour les invertébrés, les crustacés, etc. D'un côté, on va évaluer le risque pour les abeilles de l'autre côté, mais sans faire le lien entre tout Mmh. ça. Les approches en Et silo qui commencent à être beaucoup voilà, dénoncées, oui, c'est complètement déconnecté de ce qui se passe dans dans la le vivant. nature, quoi, Bah dans la oui. réalité. Encore une fois, c'est des méthodes qui sont modélisées, normalisées, et, et encore une fois, ça a un bon côté aussi de faire comme ça. Ça permet d'avoir la même approche pour tout le monde. Tout le monde sait comment il faut faire. Ça permet de comparer la toxicité des substances entre elles, mais c'est déconnecté de ce qui va se passer dans la réalité. Et sur la biodiversité, encore une fois, ce que dit l'EFSA, c'est qu'il n'y a pas de document guide qui permet d'évaluer les effets sur la biodiversité. Mais ça, c'est pas que sur le glyphosate, c'est un peu toutes les substances. Sauf que là, le glyphosate, il y a quand même pas mal d'alertes aussi du côté écotoxicité, donc toxicité sur les organismes aquatiques, sur les abeilles aussi. Oui. Et donc, l'EFSA regrette que ça n'a pas pu être évalué et dit qu'il faudra plus d'études ou de documents pour que cette évaluation se fasse un jour, quoi. Mais vous avez cité ce Mais en matin une attendant, étude sur les truites et une découverte d'effets, transgénérationnels? oui, alors ça, c'est l'ANSES qui a publié cette étude en 2022. Parce que l'ANSES est une agence réglementaire, mais elle fait aussi de la recherche, Mmh. un peu. Et donc ils ont étudié les effets d'une exposition de truites au glyphosate. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont exposé une première génération à la substance, et puis ils ont laissé les truites se reproduire 2 fois, et ils ont analysé les effets sur les petits enfants des truites qui ont été exposés. Et ils ont retrouvé des effets néfastes donc sur la descendance 2 générations plus tard, alors que
cette deuxième génération n'a jamais été en contact avec le glyphosate. Donc ça montre que les effets, ça s'appelle transgénérationnel. Oui. Ça se transmet de génération en génération. On sait que ça existe, il y a plusieurs substances, chimiques toxiques qui sont connues pour ça. Et c'est un typiquement, ce sont des effets perturbateurs endocriniens qui sont responsables de ça. Donc c'est assez cocasse de voir que la partie de l'ANSES qui fait la recherche ait publié cette étude, alors que de l'autre côté, la partie réglementaire de l'ANSES dit que le glyphosate n'est pas un perturbateur endocrinien et ne pose pas de risque pour le milieu aquatique. Les infos n'ont pas l'air de bien passer, entre les différents C'est ça. départements. Ouais. Ou alors c'est pas encore pris en compte. Oui. Voilà. Lors de la conférence de presse ce matin, Michèle Rivasi, qui est très engagée depuis très longtemps sur tous ces sujets, députée européenne Europe Écologie Les Verts, elle s'est dite, très inquiète. Est-ce que, elle s'est dite très inquiète, est-ce que c'était par rapport à ce que va voter, la France, à un risque d'une position de la France qui serait pour la réautorisation, du glyphosate? Oui, d'après ce qu'on sait, la France va probablement suivre l'avis de l'EFSA et donc cette fameuse phrase qu'il n'y a pas de domaine de préoccupation critique. Et donc il y a un risque que la France vote pour une réautorisation pour 15 ans à cause de cette phrase que l'EFSA a déclarée en juillet dernier, en ignorant le fait que dans l'avis de l'EFSA, il n'y avait pas que cette phrase qui a été dite. L'EFSA a dit qu'il y a d'autres problèmes quand même qui n'ont pas fini d'être évalués. Mmh. Comme on l'a dit, un dossier n'est pas complet. Et donc tout ce qu'on vient de dire là sur les effets mis en avant par les chercheurs qui ne sont pas pris en compte dans l'évaluation réglementaire. Donc je comprends que Michèle Rivasi soit inquiète du vote de la France et du vote des États membres, et inquiète de façon générale sur le système d'évaluation Oui, des oui. pesticides. Et est-ce qu'il y a une possibilité de quelles sont les dates donc par rapport à ce vote et est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait, que ces alertes, est-ce qu'il y a des précédents? Est-ce qu'un vote comme ça peut être reporté pour que des éléments complémentaires soient ajoutés au dossier? Ou est-ce que c'est, voilà, tout est déjà, sur la table? Alors en théorie, la fin de l'autorisation du glyphosate, elle avait lieu en 2022. L'autorisation a déjà été prolongée d'une année supplémentaire pour laisser le temps à l'EFSA d'évaluer le dossier et notamment le côté perturbateur endocrinien. Oui. Donc là, il n'y aura pas de prolongation une nouvelle fois de l'autorisation actuelle. Là, c'est sûr que c'est un vote pour 15 ans ou une interdiction. Donc le vote a lieu mi-octobre et il se peut qu'au premier vote, il n'y ait pas de majorité ou qu'il faille revoter. Mais en tout cas, c'est sûr qu'une décision sera prise d'ici avant la mi-décembre. Et là, c'est tous les pays européens qui vont donner leur avis ou? Oui, c'est tous les pays membres de la Commission européenne, oui. D'accord. Est-ce que les citoyens que nous sommes, peuvent, jouer un rôle ou est-ce qu'on ne peut qu'assister à avec désespoir à tout ce que l'on vient de raconter, Alors oui, il y a quand même on a développé un petit outil pour permettre aux citoyens d'interpeller les membres du gouvernement Mmh. français, pour leur dire de ne pas voter pour la réautorisation du glyphosate. Donc ça s'appelle Check ton politique. On le retrouve sur notre site Je vais mettre internet. le lien, oui. Heu, c'est un moyen d'interpeller via les réseaux sociaux ou par mail les membres du gouvernement qu'on cible. Donc là, on interpelle Elisabeth Borne, Christophe Béchu, Marc Fesneau, également Emmanuel Macron, parce que là, à ce niveau-là, c'est la décision, elle se porte tout en haut du gouvernement et du président. Donc il y a quand même voilà, quelque chose qu'on peut faire. Pour qu'ils lisent au moins ce qu'on a à dire et qu'ils lisent surtout ce que l'INSERM a analysé et pour qu'ils prennent leurs décisions en se basant vraiment sur toute la science et pas que sur la science réglementaire. Oui, voilà.
C'est ce que l'on espère. Est-ce que, je peux vous demander ce que vous pensez, vous, parce qu'en fait, à chaque fois, on nous dit: «Mais il faut prolonger parce que, les agriculteurs ont besoin de ce glyphosate». Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un argument qui est toujours, vraiment recevable? Est-ce que vraiment ça mettrait, les agriculteurs en difficulté? Ou est-ce que les alternatives, à votre avis, est-ce que vous avez eu l'occasion, c'est peut-être moins votre domaine, mais d'étudier, est-ce que ces Mmh. alternatives aujourd'hui sont valables, sont crédibles et est-ce que, on peut se passer, du glyphosate sans mettre tout ce secteur de l'agriculture en péril? Alors je pense que si on interdit, demain le glyphosate sans rien changer au système, agroalimentaire, ça va pas marcher effectivement. C'est tout un système qu'il faut changer, D'agriculture intensive? heu, d'agriculture et agroalimentaire. Il faut évidemment, voilà, tout le système, basé sur la monoculture, l'agriculture intensive, ça peut pas marcher sans pesticides. C'est extrêmement dépendant aux pesticides. Quand on a une énorme monoculture sur plusieurs hectares, c'est extrêmement vulnérable Eh oui. à toutes, les maladies, des plantes. Donc il faut changer tout le système, Oui, agricole actuel. On peut pas effectivement interdire sans rien mmh, changer à côté. et sans accompagner Et donc il faut les et sans agriculteurs, oui. accompagner évidemment, il faut, ce qu'on demande, c'est qu'évidemment que les agriculteurs soient accompagnés et qu'ils puissent, vivre, décemment de leur métier. Ce qui n'est pas trop le Hem, cas aujourd'hui. voilà, ce qui est pas le cas aussi. Après effectivement sur les alternatives, comme vous l'avez dit, c'est pas ma spécialité, mais je lis Oui, quand même les rapports de l'INRAE et l'INRAE, a publié un rapport, cette année sur il se posait la question de, 0 pesticide d'ici 2050, est-ce que c'est possible? Ils ont établi plusieurs scénarios et ils ont établi que oui, c'est possible, mais avec une volonté politique forte et constante dans le temps. Sans volonté politique de changer le système actuel, on s'en sortira pas sans pesticides, et effectivement. là, est-ce qu'une volonté politique nationale peut suffire ou c'est impossible sans une volonté politique européenne? Parce qu'on Bah, connaît je la pense que PAC, ça tout peut ça. commencer, ça peut très bien commencer au niveau national. On peut très bien, être leader aussi, sur cette question-là et après il faut que ce soit harmonisé au niveau européen, pour éviter les problèmes de concurrence et Oui, cetera. c'est ça qui est compliqué. Mais oui, oui. Mais la volonté politique, on l'a aujourd'hui ou pas? Là, pas du tout, non. Bon, Là, pour l'instant, non, pas clairement non. Et donc, si si on interdit, si les États membres, c'est très peu probable malheureusement, interdisent le glyphosate, ça peut-être ça forcera à initier ce changement qui est nécessaire pour se passer des pesticides. Maintenant si rien ne change, si on n'interdit rien et si d'un côté on change pas le modèle agricole non plus, ben, c'est le statu quo, on reste comme ça à épandre, des tonnes et des tonnes de pesticides chaque année et voilà, rien ne changera. Donc peut-être que le début du changement peut commencer aussi par les interdictions de pesticides, mais il faut que ce soit tout de suite, énormément accompagné. oui. Mais il aurait fallu que Voilà. ce soit accompagné déjà depuis des années parce qu'aujourd'hui, on Oui, en et ça arriverait au fait des stade où on années qu'on peut. dit qu'il faut accompagner, donc il y a plus de temps là, hein, Oui, dans tous il les faut domaines, accompagner. oui. Oui. Oh là là, bon, OK. Pauline Servant, un grand merci. On a fait beaucoup plus de temps, que ce qui était prévu, mais je vous remercie, de vraiment d'avoir, joué le jeu, d'avoir continué parce que c'était très intéressant et ça fait longtemps, que je souhaite aborder ce sujet, mais il faut aussi des personnes pour en parler, il faut tout pour que ça avance. Il faut des activistes, il faut des chercheurs, il faut des gens pour le plaidoyer et pour le plaidoyer, il faut pouvoir, argumenter, avec une bonne, connaissance, déjà scientifique et puis aussi des autres domaines. Parce qu'en fait, il y a plein de domaines qui entrent en ligne de compte pour, parler de ces sujets-là. Donc, j'étais ravie, de voilà, de pouvoir, vous tendre le micro et partager avec nos auditrices et auditeurs, un petit peu de votre, science et de votre expérience
bienveillance parce qu'en fait, ça je l'ai découvert, pendant le Mmh. podcast, mais je trouve ça d'autant plus intéressant, et ça, donne du poids aussi à la pertinence de tout ce que vous avancez, le fait que vous ayez été des 2 côtés de la barrière, si on peut dire, et que vous connaissez Ouais, bien ce qui c'est se ça. joue, du coup des 2 côtés. Voilà, donc vraiment un grand merci. J'espère que cet appel, Bah, merci à vous. va être entendu et que progressivement, enfin le plus vite possible, même pas trop progressivement, qu'on va arriver à des résultats par rapport, à tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui. Grand, grand merci Merci beaucoup à et vous. bonne continuation. Au Merci. revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs de SoSweet Planet, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet sosweetplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 € par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de SoSweet Planet sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.